Dans chaque foyer, on imagine l'amour, la sécurité et surtout l'avenir. On pense à la chaleur d'un couple, au premier rire d'un enfant, à cette petite bulle de bonheur que rien ne devrait briser. Mais parfois, derrière les murs d'une maison apparemment paisible, se cache une noirceur que personne n'aurait soupçonnée. Un jeune mari, venu de l'étranger, une épouse pleine de vie, une fillette innocente de seulement quelques mois. Tout semblait parfait, en apparence seulement. Car très vite, des fissures sont apparues, des dettes, des mensonges, une double vie virtuelle et une pression qui devenait insoutenable. Un matin d'hiver, ce fragile équilibre s'est effondré. Ce qui devait être une vie de famille ordinaire a viré à l'impensable, un drame si brutal, si dérangeant, qu'il a bouleversé 2 continents. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire où l'amour s'est transformé en cauchemar, où la promesse d'un avenir radieux a laissé place à l'horreur. Neil Entwistle est né le 18 septembre 1978 dans la ville de Worksop, en Angleterre. Il a grandi dans une famille ouvrière modeste, où les valeurs de l'effort et du devoir étaient au cœur de leur quotidien. Son père, un mineur de profession, jonglait également avec un rôle de politicien local, une double casquette qui imposait respect et admiration dans leur communauté. Quant à sa mère, elle gérait la maison avec une main de fer tout en travaillant à temps partiel comme cuisinière dans une école. Chaque livre gagné comptait pour boucler un budget familial serré. Mais Neil, lui, voyait au-delà de ces murs modestes. Doté d'un esprit brillant, il obtenait des résultats scolaires exceptionnels, ce qui faisait à la fois sa fierté et, osons le dire, un brin de gêne pour ses origines. Être le premier de sa famille à décrocher une place dans l'enseignement supérieur, c'était un exploit. Mais pour Neil, cela ne suffisait pas. Il rêvait d'une vie différente, loin des contraintes financières, dans les hautes sphères d'une société où il pourrait se réinventer. C'est ainsi qu'il a intégré l'université de York, un établissement prestigieux situé dans le nord de l'Angleterre, pour y suivre un cursus mêlant ingénierie électronique et gestion des affaires. Ce choix n'était pas anodin. Neil semblait avoir un plan bien précis, gravir l'échelle sociale, coûte que coûte. Et qui sait, peut-être effacer les traces de cette enfance qu'il semblait parfois vouloir laisser derrière lui. C'est en 1999, au détour de ses études, que Neil a croisé le chemin de Rachel Souza, une jeune Américaine au sourire éclatant et au caractère bien trempé. Rachel n'était pas qu'une simple étudiante étrangère. Elle venait d'une famille recomposée, 3 frères, dont 2 demi-frères et 2 demi-sœurs. Une dynamique familiale qui aurait pu être chaotique, mais qu'elle portait avec une aisance admirable. Son père était décédé alors qu'elle n'était qu'une enfant, et sa mère avait reconstruit leur foyer avec une détermination sans faille. Rachel, elle, était une jeune femme aux 1000 talents et ambitions. Adolescente, elle s'était distinguée comme une véritable étoile de l'équipe d'athlétisme de son école, enchaînant records et victoires. Mais ce n'était pas tout. Excellente nageuse, elle s'entraînait ardemment pour devenir sauveteuse, prouvant qu'elle savait aussi affronter les eaux les plus agitées. Et côté intellect, Rachel ne manquait pas d'ambition non plus. Passionnée par la justice, elle rêvait un temps d'embrasser une carrière dans le droit, avant de finalement se tourner vers la littérature anglaise. C'est ce choix d'études qui l'a menée à l'université de York, dans le cadre d'un programme d'échange. Et c'est là, au cœur de cette ville chargée d'histoire, que les destins de Neil et Rachel se sont entrelacés pour la première fois. Elle, pleine de vie et d'espoir. Lui, animé par une ambition féroce et une envie de conquérir un monde qu'il estimait hors de portée. Au départ, ce qui a rapproché Neil et Rachel, c'était leur passion commune pour le sport. Tous deux avaient rejoint l'équipe d'aviron de l'université, un groupe exclusivement masculin, du moins jusqu'à ce que Rachel y mette les pieds. Elle était tellement talentueuse que personne n'a trouvé à redire sur sa présence. Bien au contraire, elle insufflait une énergie positive à l'équipe. Avec sa personnalité solaire, elle était un véritable rayon de lumière, et ses camarades masculins semblaient ravis de l'avoir parmi eux. Neil, quant à lui, plus réservé et introverti, semblait trouver dans la présence de Rachel un équilibre. Sa vivacité et son enthousiasme contrastaient avec son calme, mais c'était précisément cette différence qui les attirait l'un vers l'autre. Très vite, leur complicité sportive
s'est transformée en une relation romantique. Ils formaient un couple atypique, mais terriblement attachant. Neil, pourtant d'un naturel discret, ne cachait pas ses intentions. Il n'hésitait pas à déclarer que Rachel était la femme de sa vie. Chaque geste qu'il posait, tenir la porte, respecter ses promesses ou simplement l'aimer sans détour, témoignait de son sérieux. Et Rachel, elle était conquise. Elle adorait son côté courtois, ses petites attentions et cette dévotion qu'il lui manifestait sans retenue. Mais, comme dans toute belle histoire, il y a eu un obstacle. L'été 2000 est arrivé, marquant la fin du programme d'échange étudiant. Rachel devait rentrer aux États-Unis pour achever sa dernière année d'études. La séparation a été un véritable coup de massue. Loin de Neil, elle a réalisé à quel point il lui manquait. À ses amis, elle confiait avoir peut-être trouvé l'amour de sa vie. Et ce n'était pas qu'une phrase en l'air. Résolue, elle a tout fait pour le retrouver. Et elle l'a fait. Leur lien tissé à travers les rames de leur équipe d'aviron et renforcé par leur complicité a survécu à la distance. Une séparation de quelques mois n'avait rien à opposer à l'intensité de leur relation. Leur histoire semblait destinée à durer. En 2001, Rachel est retournée au Royaume-Uni prête à construire une vie avec Neil. Ils ont loué un petit appartement à Birmingham, où Rachel a commencé à travailler comme professeur d'anglais. Neil, quant à lui, a décroché un poste prestigieux dans la division de recherche et développement de l'armée britannique. Un rôle important, rempli de responsabilités qui flattait son ambition. À ce moment-là, tout semblait leur sourire. Leur quotidien était heureux, et leur amour paraissait inébranlable. Un jour, Neil a partagé en ligne une annonce qui a fait fondre plus d'un cœur. Mariage avec la femme la plus incroyable du monde cet été. Ce n'était pas qu'une déclaration d'amour, mais une véritable annonce. Le 10 août 2003, les deux amoureux ont scellé leur union lors d'une cérémonie digne d'un conte de fées. Leur vœu était clair, s'aimer pour la vie. Et pour célébrer ce début de chapitre, ils ont passé une lune de miel idyllique à voyager à travers la Méditerranée. C'était une période bénie, où tout semblait parfait, tant sur le plan personnel que professionnel. Comblés par leur bonheur à deux, Rachel et Neil ont décidé qu'il était temps de franchir une nouvelle étape, fonder une famille. Leur désir s'est concrétisé rapidement. 1 an après leur mariage, Rachel est tombée enceinte, et en avril 2005, leur rêve est devenu réalité. Leur petite fille, Liliane, a vu le jour, illuminant leur vie. Neil, dans un élan de fierté paternelle, a même créé un site web spécialement dédié à leur famille. Les proches de Rachel, restés en Amérique, pouvaient y voir des photos de Liliane, un bébé radieux entouré de ses parents tout sourire. Les grands-parents, bien qu'à des milliers de kilomètres, se sentaient connectés grâce à ces portraits d'une famille apparemment parfaite. Mais derrière ces clichés où tout semblait si harmonieux, les différences de personnalité entre Neil et Rachel restaient bien présentes. Lui toujours réservé et méthodique, elle vive et pleine d'énergie. Rachel, malgré son statut d'étrangère en Angleterre, s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle vie. Elle avait tissé des liens profonds avec ses élèves, qui la considéraient comme bien plus qu'une simple professeure d'anglais. Même lorsqu'elle a décidé de mettre sa carrière en pause pour rester à la maison avec sa petite Liliane, les appels de ses anciens élèves continuaient. Ils sollicitaient souvent l'aide de leur prof préféré pour un devoir ou un conseil. Rachel avait également bâti un cercle d'amis proches composé d'autres enseignants et de quelques mères d'élèves. Elle était chaleureuse, sociable et appréciée de tous. Neil, en revanche, peinait à trouver sa place. Toujours aussi réservé, il luttait contre des insécurités profondes liées à son passé. Il était persuadé que son accent, un vestige de ses origines ouvrières, trahissait ses origines modestes et entravait sa progression professionnelle. Cette obsession d'être jugé par ses pairs devenait un fardeau de plus en plus lourd. Convaincu qu'il ne pourrait avancer dans sa carrière en restant en Grande-Bretagne, il en est venu à une conclusion radicale. Il devait partir. Direction les États-Unis. Rachel a accueilli cette idée avec enthousiasme. Elle voyait là une opportunité non seulement de soutenir Neil, mais aussi de se rapprocher de ses racines. Sa famille et ses amis d'Amérique lui manquaient terriblement, et elle savait que ses parents seraient ravis de pouvoir voir leur petite fille grandir de plus près. Cependant, ce n'était pas une décision sans sacrifice. Dire au revoir à ses amis anglais et à ses élèves lui brisait le cœur.
Mais l'idée de pouvoir élever Liliane dans son pays natal, un endroit chargé de souvenirs et de chaleur, l'a finalement emporté. Neil, toujours méthodique, a négocié avec son employeur pour continuer à travailler à distance tout en conservant son salaire confortable de 10 000 $ par mois. Une solution idéale, du moins sur le papier. En septembre 2005, la petite famille a donc fait ses valises et traversé l'Atlantique pour entamer un nouveau chapitre aux États-Unis. Rachel, optimiste et pleine d'espoir, voyait ce déménagement comme un nouveau départ. Neil, quant à lui, espérait y trouver un remède à ses démons intérieurs. Mais parfois, fuir n'est pas la solution. Au début, la petite famille a posé ses valises chez la mère et le beau-père de Rachel. Les grands-parents, fous de joie, ne manquaient jamais une occasion de gâter Liliane. Chaque journée était une fête, remplie de câlins et de rires. Une image particulièrement touchante était celle de Joe, le beau-père de Rachel, avec la petite fille. Joe, avec son allure impressionnante, un homme immense et costaud, au visage sévère et passionné de collection d'armes, semblait presque incongru dans ce rôle de grand-père tendre et joueur. Mais lorsqu'il amusait Liliane, une lueur de douceur illuminait ses yeux, et ceux qui assistaient à la scène ne pouvaient s'empêcher de sourire. Joe, en bon hôte, a aussi tenté de nouer des liens avec son gendre. Il montrait fièrement à Neil ses collections d'armes et l'invitait à participer à des séances de tir récréatifs dans des zones prévues à cet effet. Neil, toujours avide d'être accepté, s'est empressé d'accepter ces invitations. Ces moments de complicité semblaient renforcer leur relation. Pendant ce temps, Neil essayait de bâtir une nouvelle vie professionnelle sur le sol américain. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les entretiens d'embauche se sont enchaînés, mais aucun n'a débouché sur un emploi. Frustré, Neil a même tenté de lancer sa propre entreprise. Il a créé un site web pour promouvoir ses services technologiques, mais la réalité l'a vite rattrapé. Il manquait d'équipement, de préparation et, disons-le franchement, d'un vrai plan. Après quelques mois, il est devenu clair que rester chez les parents de Rachel n'était pas une solution à long terme. La famille a donc décidé de louer une maison dans la banlieue de Boston, à Hopkinton, dans le Massachusetts. Neil a signé un bail à court terme, fixant le loyer à 2 700 $ par mois, le temps de transférer ses comptes britanniques aux États-Unis et de réunir les fonds nécessaires pour acheter leur propre maison. La maison qu'ils ont choisie était un véritable petit bijou, presque neuve, avec 4 chambres, de hauts plafonds et même un bain à remous dans le jardin. Le seul bémol, elle manquait de meubles. Qu'à cela ne tienne, ils se sont empressés d'en acheter pour transformer cet espace en un véritable foyer. À la mi-janvier 2006, tout était prêt et la famille a emménagé dans leur nouveau cocon. Pour parfaire le tout, ils ont loué une élégante BMW blanche. Rachel, fidèle à son caractère chaleureux et sociable, a décidé de marquer ce nouveau départ par une célébration. Elle a invité ses amis pour une rencontre conviviale, espérant inaugurer cette nouvelle maison avec joie et optimisme. Dans les jours précédant la rencontre, Rachel avait mis les bouchées doubles, déballé les cartons, nettoyé chaque recoin de la maison et préparé l'arrivée des invités. Tout devait être parfait. Elle avait même planifié un déjeuner avec sa mère ce jour-là, le 21 janvier 2006, pour la remercier de son aide précieuse dans l'organisation du nouvel espace familial. Mais les événements ont pris une tournure bien différente. Ce même jour, la police de Hopkinton a reçu un appel inquiétant. Une femme a signalé la disparition de son amie Rachel, qui était censée se trouver chez elle avec son mari et leur bébé de 9 mois. Le couple avait invité des amis pour le dîner, mais à l'heure convenue, la maison était silencieuse. Les invités, intrigués, avaient remarqué que les lumières étaient allumées, tout comme le téléphone de Rachel qui sonnait à l'intérieur. Pourtant, personne ne répondait. Plus étrange encore, une note manuscrite était collée sur la porte, laissée par la mère de Rachel, qui demandait à sa fille de la rappeler. Elle aussi n'avait pas réussi à joindre Rachel, malgré leur rendez-vous prévu plus tôt dans la journée. En réalité, elle n'avait plus de nouvelles depuis le vendredi précédent. Inquiète, la mère de Rachel et son amie ont décidé de signaler la situation à la police. Les agents, après avoir pris le rapport, se sont rendus au domicile familial. Mais là encore, aucune réponse. Les portes étaient verrouillées, mais à travers les fenêtres, ils pouvaient voir que la télévision était allumée, en plus des lumières. En plein hiver, avec des incidents liés au monoxyde de carbone relativement fréquents,
ils ont décidé d'entrer dans la maison par mesure de précaution. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Une musique classique jouait doucement dans la chambre de l'enfant et une baignoire remplie d'eau attendait, comme si quelqu'un avait prévu de donner un bain à la petite. Dans la chambre principale, les couvertures et l'édredon étaient éparpillés sur le lit, comme si quelqu'un s'y était allongé récemment. Mais la maison était vide. Pas un bruit, pas un signe de vie. Le garage, lui aussi, était désert. La BMW blanche que le couple louait avait disparu. Les policiers ont alors vérifié la plaque d'immatriculation du véhicule pour voir s'il avait été impliqué dans un accident ou localisé quelque part. Mais aucune information n'a émergé. Tout semblait indiquer que la famille avait quitté la maison de manière soudaine et inattendue. Malheureusement, dans de telles circonstances, les pouvoirs de la police restent limités. Rien ne laissait penser qu'un crime avait été commis. Et comme aucune loi n'interdit à des adultes de disparaître volontairement, la seule conclusion possible était que Neil, Rachel et leur fille avaient quitté leur domicile, laissant derrière eux une maison parfaitement ordinaire, mais un mystère profondément troublant. En réponse au rapport de personnes disparues, la police a rapidement diffusé un avis succinct décrivant la situation et incluant le numéro d'immatriculation de la BMW blanche louée par le couple. L'objectif était clair. Si une autre unité repérait le véhicule, les autorités locales de Hopkinton seraient immédiatement alertées. Malgré ces efforts, les proches de Rachel étaient plongés dans l'angoisse. Pour eux, il était impensable que Rachel, si connectée à sa famille et à ses amis, parte sans prévenir personne. Joe, le beau-père de Rachel, a alors décidé d'agir. Grâce à ses relations, il a contacté un ancien voisin et ami de longue date, un ex-policier à la retraite ayant occupé le poste de chef enquêteur au bureau du procureur du district. Cet appel s'est avéré crucial. L'ancien officier, après avoir écouté attentivement les détails, a promis de passer quelques coups de fil importants, mais il a également averti Joe de ne surtout pas entrer dans la maison. Toute perturbation des lieux risquait d'endommager des preuves potentielles. Ce coup de téléphone d'un enquêteur chevronné a immédiatement accéléré les choses. La police, galvanisée, a intensifié son enquête. Ils ont interrogé les voisins une nouvelle fois et vérifié encore le statut du véhicule du couple. Cependant, une décision décisive s'est imposée. Ils devaient entrer à nouveau dans la maison de la famille Entwistle. Dès qu'ils ont franchi le seuil, une odeur nauséabonde les a frappés de plein fouet. L'odeur, lourde et pénétrante, provenait clairement de l'étage supérieur. En montant les escaliers, elle devenait de plus en plus insoutenable, particulièrement à proximité de la chambre principale. La tension était palpable. Une fois à l'intérieur de la chambre, tout semblait en apparence identique à la première inspection. Pourtant, en s'approchant du lit, l'un des policiers a remarqué que les couvertures, jetées à la hâte, paraissaient légèrement déplacées. En soulevant doucement une partie de la literie, il a aperçu un pied de femme. L'instant d'après, en retirant davantage de couverture, la scène macabre s'est révélée. 2 corps. Rachel, 27 ans, recroquevillée en position fétale, et Liliane, 9 mois, allongée à ses côtés, sans vie. L'horreur de cette découverte a figé l'équipe. Immédiatement, le médecin légiste a été appelé sur place. Ce qui avait commencé comme une enquête de disparition banale venait de basculer dans une affaire bien plus sombre et tragique. Les autopsies ont révélé des détails glaçants. Rachel avait été tuée d'une balle dans la tête, tandis que sa petite Liliane, âgée de seulement 9 mois, avait été abattue d'une balle dans le ventre. Comme si cela ne suffisait pas, des ecchymoses multiples ont été découvertes sur le visage du bébé, laissant supposer qu'elle avait été frappée ou battue avant sa mort. Une violence insoutenable, injustifiable. L'enquête a progressé rapidement. La voiture de la famille a été localisée dans le parking de l'aéroport. Bien que verrouillée, les clés se trouvaient encore dans le contact, comme un indice laissé négligemment derrière. À l'intérieur, la police a trouvé un jeu de clés de la maison des parents de Rachel, mais aucun signe de sang. Cette découverte renforçait une certitude. Les corps avaient été trouvés dans la maison des Entwistle, mais Neil, lui, était introuvable. Avec la voiture abandonnée à l'aéroport, les enquêteurs ont vite supposé qu'il avait pris la fuite. C'est à ce moment-là que les parents de Rachel ont commencé à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur gendre.
En réalité, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient presque rien de lui. Neil avait toujours décrit son travail comme quelque chose lié à l'informatique, mais il n'avait jamais vraiment détaillé ce qu'il faisait. Pire encore, un détail qui leur avait semblé anodin prenait désormais une teinte plus suspecte. Il n'utilisait jamais d'espèces, toujours des cartes de crédit. Il leur avait souvent assuré qu'il avait de l'argent, mais prétendait qu'il était bloqué sur des comptes à l'étranger. Avec le recul, cette excuse sonnait désormais comme une échappatoire, puis un appel inattendu a ajouté une couche supplémentaire à cette histoire déjà troublante. Le père de Neil a contacté les parents de Rachel, affirmant que Neil l'avait joint depuis l'aéroport. Selon lui, Neil prétendait avoir quitté la maison pendant 20 minutes et, à son retour, il aurait trouvé sa femme et sa fille mortes. Paniqué, il aurait alors appelé la police, puis se serait rendu chez les parents de Rachel, mais n'y aurait trouvé personne. Dans une confusion totale, il aurait ensuite pris la décision de quitter le pays, informant son père de son départ pour l'Angleterre. Peu après, Neil lui-même a appelé Joe, le beau-père de Rachel. Il a répété la même histoire. Une absence de 20 minutes, une découverte macabre à son retour et un départ précipité. Mais cette fois, il a omis un détail crucial. Il n'a pas mentionné avoir appelé la police. Probablement parce qu'il savait que Joe, impliqué dans l'enquête, saurait que cet appel n'avait jamais eu lieu. Ce récit, déjà bancal, soulevait bien plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Où était Neil pendant ces prétendues 20 minutes? Pourquoi fuir au lieu de chercher de l'aide? Et surtout, pourquoi mentir sur un appel à la police qui n'a jamais existé? À ce stade, les enquêteurs savaient une chose. La vérité était loin d'être aussi simple que Neil voulait le faire croire. La police, consciente de l'attention croissante du public, a organisé une conférence de presse pour faire le point sur les événements tragiques. Bien qu'ils aient exposé les faits, ils ont insisté sur un point. Aucun suspect officiel n'avait encore été désigné. En parallèle, les enquêteurs ont pris contact avec Neil, qui séjournait chez ses parents en Angleterre, et l'ont soumis à un interrogatoire de 2 heures. Neil a admis qu'il savait que sa femme et sa fille étaient mortes. Il a raconté qu'au matin du 20 janvier, il avait quitté leur maison pour acheter des pièces d'ordinateur, prétendant être revenu vers 11 heures. Cependant, il n'a pas pu expliquer pourquoi cette sortie avait duré si longtemps, alors qu'il avait dit à son père n'avoir été absent que 20 minutes. Selon lui, à son retour, il était monté dans la chambre principale où il aurait découvert les corps sans vie de Rachel et Liliane. Neil a affirmé avoir vu une plaie par balle sur sa fille, ainsi que du sang sur sa bouche et son nez. Étrangement, ces détails n'avaient pas été relevés par les enquêteurs lors de leur découverte des corps. Neil a ensuite déclaré qu'il était allé directement à l'aéroport, décidant de retourner en Angleterre pour être auprès de sa famille, mais sans prévenir qui que ce soit de la tragédie. Tout au long de l'entretien, son attitude a déconcerté les enquêteurs. Il est resté calme, presque indifférent, dépourvu de toute émotion visible. Pendant les 2 semaines suivantes, Neil s'est installé chez ses parents. Pendant ce temps, les funérailles de Rachel et Liliane se sont déroulées, rassemblant plus de 500 personnes. L'absence de Neil à cette cérémonie a provoqué une vive controverse, alimentant encore davantage les spéculations autour de son rôle dans cette affaire. Suite à cet entretien, la police a estimé qu'il y avait plusieurs pistes à approfondir. Une remarque en particulier avait attiré leur attention. Neil avait mentionné à plusieurs reprises la collection d'armes de Joe, son beau-père. Les enquêteurs ont donc décidé de creuser dans cette direction et ont effectué des tests spécialisés en laboratoire. Les résultats ont été accablants. Ils ont confirmé que Rachel et Liliane avaient été tuées avec l'une des armes de Joe. Mais ce n'était pas tout. L'ADN de Neil a été retrouvé sur cette arme, confirmant qu'il l'avait manipulée. Encore plus incriminant, l'ADN de Rachel a été découvert sur l'avant et à l'intérieur du canon, prouvant que l'arme avait été tirée à bout portant sur sa tête. Ces preuves, froides et irréfutables, ont commencé à tisser un tableau terrifiant. Un homme calme, méthodique, mais capable d'actes inimaginables. La façade de Neil Entwistle, gendre poli et mari aimant, s'effritait dangereusement. Le 25 janvier, les enquêteurs en charge de l'affaire ont pris l'avion pour l'Angleterre, espérant interroger Neil Entwistle à l'ambassade américaine. Le rendez-vous avait été confirmé, mais Neil ne s'est jamais présenté. Pour ajouter à leur frustration, il est vite apparu qu'il n'habitait plus chez ses parents. Où était-il parti?
Pourquoi cette énième fuite? Ces questions ne sont restées sans réponse que quelques jours. Le 9 février, Neil a été localisé dans une station de métro à Londres, où il a été immédiatement arrêté par les autorités britanniques. Son arrestation a permis aux enquêteurs de mettre la main sur son ordinateur portable. Ce qu'ils y ont découvert a révélé une facette bien sombre de Neil, une seconde vie soigneusement cachée. Contrairement à ce qu'il prétendait, Neil n'avait pas travaillé à distance après son arrivée en Amérique. En réalité, il avait démissionné de son poste au sein de l'armée britannique avant de déménager, citant des problèmes familiaux comme justification. Depuis des années, il menait une série d'activités douteuses, voire frauduleuses, pour survivre. Parmi ces entreprises, Neil avait créé plusieurs sites web vantant des systèmes d'enrichissement rapide. Ironiquement, il avait lui-même été victime d'une telle arnaque auparavant, mais plutôt que d'en tirer une leçon, il avait décidé d'en faire son modèle commercial. Il vendait un kit de démarrage pour 2000 livres sterling, promettant aux acheteurs des gains de 2 millions par an. Contre toute attente, il avait réussi à générer un revenu avec cette activité, ce qui lui avait permis de survivre un temps, mais cela ne suffisait pas. Alors, Neil s'est tourné vers une autre solution, vivre à crédit. Ses recherches pour une entreprise rentable, bien que rarement légale, ne se sont pas arrêtées là. Il s'est mis à vendre des copies illégales de logiciels et des manuels scolaires sur eBay. Cependant, à un moment donné, il a cessé d'envoyer les articles payés par les acheteurs, ce qui a conduit eBay à bloquer son compte et à ouvrir une enquête contre lui. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont découvert que Neil fréquentait régulièrement des sites web proposant du contenu érotique de nature perverse, comme des relations anales. Il cherchait activement des rencontres en ligne, y compris au moment où sa femme et sa fille vivaient sous le même toit. Pire encore, il avait accumulé des dettes colossales sur ses cartes de crédit, plongeant la famille dans une situation financière désastreuse. La famille de Rachel, bouleversée par ces révélations, a publié une déclaration émouvante lors d'une conférence de presse. Ils ont exprimé leur choc et leur incompréhension face à la trahison de Neil. Rachel et Liliane aimaient profondément Neil et lui faisaient entièrement confiance en tant que mari et père. Nous sommes dévastés et ne pouvons comprendre comment un tel amour et une telle confiance ont pu être trahis de manière si cruelle, disait le communiqué. Le procureur a présenté une version glaçante des événements, basée sur des preuves solides et des incohérences flagrantes dans le récit de Neil. Le vendredi 20 janvier, au matin, Neil aurait utilisé un pistolet qu'il avait pris sans le consentement de son beau-père. Alors que Rachel était allongée dans le lit de leur maison louée, il lui aurait tiré une balle dans la tête. Puis, dans un acte encore plus incompréhensible, il aurait retourné l'arme contre sa fille, Liliane, et tiré une seconde fois, la touchant à l'abdomen. Après ces actes horribles, Neil aurait passé le reste de la journée à rendre l'arme chez ses beaux-parents et à préparer sa fuite. Utilisant des cartes de crédit déjà surchargées, il aurait rassemblé les fonds nécessaires pour acheter un billet d'avion à destination de Londres. Le lendemain matin, à 5 heures, il serait parti pour l'aéroport, embarquant sur un vol qui a décollé à 8h15 le 21 janvier. Pendant ce temps, les corps de Rachel et Liliane étaient dans la maison où ils ont été découverts par la police le jour suivant. Le mobile financier de Neil semblait évident. Ses dettes en Angleterre, combinées à l'échec de ses entreprises en ligne aux États-Unis, avaient créé une pression insupportable. Bien qu'il n'avait ni argent ni actifs tangibles, il louait une maison à 2700 $ par mois, un luxe insoutenable dans leur situation. Ses tentatives de survie, notamment via son activité sur eBay, avaient échoué début janvier après la suspension de son compte, suite à des plaintes répétées de clients. L'été précédent, Neil et Rachel avaient déménagé de l'Angleterre aux États-Unis avec l'espoir d'un nouveau départ. Mais la réalité était tout autre. Aucun des deux n'avait trouvé d'emploi et les factures s'accumulaient. Ce contexte, combiné à une personnalité méthodique mais désespérée, a conduit Neil à être accusé de double meurtre. Après son arrestation, il a été extradé vers les États-Unis pour faire face à la justice. Lors de sa mise en accusation, Neil a plaidé non coupable et a modifié son récit. Cette fois, il a prétendu qu'en rentrant de course, il avait trouvé sa femme et sa fille mortes, le pistolet de son beau-père à proximité. Il a insinué que Rachel s'était suicidée après avoir tué Liliane. Cependant, une question cruciale est vite apparue. Comment l'arme s'était-elle retrouvée chez ses beaux-parents?
Neil a admis qu'il l'y avait placé lui-même, prétendument pour protéger la réputation de Rachel, car il craignait que les gens ne la jugent pour avoir tué leur fille. Cette version des faits a été rapidement démantelée. Les enquêteurs ont démontré que, pour correspondre à cette théorie, Rachel aurait dû tenir Lillian avec sa main gauche, viser son abdomen avec sa main droite, tirer une balle traversant l'enfant avant de la toucher elle-même, puis placer l'arme contre sa propre tête et tirer. Physiquement, cette séquence était impossible compte tenu des dimensions de l'arme et de la position des corps. Une autre tentative de manipulation de Neil venait de tomber à l'eau. Avant le procès, les avocats de Neil ont tenté de le faire libérer sous caution afin qu'il puisse retourner en Angleterre et attendre son procès chez ses parents. La Cour a rejeté cette demande, jugeant le risque de fuite trop élevé. La défense a également cherché à faire exclure toutes les preuves collectées dans la maison du couple, arguant que la police y était entrée sans mandat. Là encore, leur motion a été rejetée. Le procès de Neil Entwistle s'est ouvert en juin 2008, plus de 2 ans après les meurtres de Rachel et Lillian. Ce fut un moment poignant, où chaque détail sordide de cette affaire a été exposé. L'accusation a présenté un dossier principalement basé sur des preuves circonstancielles, bien que les traces ADN retrouvées sur l'arme aient constitué un élément clé et irréfutable. Le procureur a souligné un mobile évident. Derrière l'apparence d'une vie de famille idéale, se cachait une réalité bien différente. Neil n'était pas celui qu'il prétendait être. Son passé de fraudeur et ses arnaques en ligne ont été minutieusement dévoilés. L'accusation a également mis en lumière son obsession pour les sites érotiques et ses recherches sur des rencontres sexuelles en ligne, des révélations qui ont choqué l'audience. Mais le détail le plus troublant est venu d'un expert en informatique. 4 jours avant les meurtres, Neil avait créé un fichier protégé par mot de passe sur son ordinateur portable et effectué des recherches en ligne sur des crimes impliquant des couteaux. Le comportement de Neil après les meurtres a également pesé lourd dans la balance. Le procureur a démontré qu'il avait tenté à plusieurs reprises de retirer de l'argent à des guichets automatiques, acheter un billet aller simple pour Londres le jour même, et quitter le pays sans alerter quiconque de la mort de sa femme et de sa fille. L'image présentée par l'accusation était celle d'un homme froid, calculateur, un mari et père raté qui avait pris la vie de ceux qu'il aurait dû protéger dans leur propre maison. La défense, de son côté, a tenté de dépeindre Neil sous un jour plus favorable. Ils ont affirmé qu'il aimait profondément sa femme et sa fille, et que ses actions, bien que discutables, étaient motivées par ce même amour. Mais cette ligne de défense s'est rapidement effondrée face à la montagne de preuves et aux incohérences dans les déclarations de Neil. Le 25 juin 2008, le verdict est tombé. Neil Entwistle a été reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, un jugement sans appel pour un crime d'une telle gravité. Ses parents, présents tout au long du procès, sont restés à ses côtés. Dévastés, ils ont continué à soutenir leur fils, croyant en son innocence et adhérant à la théorie selon laquelle Rachel aurait commis un meurtre-suicide. Le verdict a fait l'objet d'un appel, mais en août 2012, cet appel a été rejeté. Quelques mois plus tard, en janvier 2013, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre l'affaire, mettant un terme définitif à ses recours juridiques. En août 2023, Neil a tenté de rouvrir le dossier en déposant une demande de permission pour faire appel de la décision de refuser un nouveau procès. À ce jour, aucune nouvelle information n'est disponible et Neil purge toujours sa peine de réclusion à perpétuité. C'est la fin de cette affaire bouleversante. Si cette histoire vous a captivé, partagez vos impressions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle affaire tout aussi fascinante.